bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui s'intitule Regard croisé sur les métiers de la sécurité civile. On va accueillir encore quelques personnes. On attend à peu près une centaine d'inscrits. Je salue donc toutes les structures qui ont bien voulu se mobiliser pour notre webinaire, en l'occurrence les SDIS de la région Centre. Qui sont présents avec nous, l'ensemble des structures du service public régional de l'orientation, en l'occurrence Pôle emploi, les missions locales, les services de l'éducation nationale, c'est-à-dire les CIO, mais également les établissements scolaires, des personnels des chambres consulaires également, et j'en oublie certains, puisque avec le nombre d'inscrits, je peux pas citer tout le monde, mais en tout cas bienvenue à tous. Donc, je me présente et puis je vais vous présenter également, on va présenter très rapidement le collectif qui travaille sur cette thématique. Donc, je suis Sébastien Martin, je travaille au service orientation au conseil régional et je suis en charge de l'animation du service public régional de l'orientation, notamment sur 3 départements, mais également voilà, sur la région dans son entier. Et je vais vous expliquer très rapidement, de façon pour contextualiser un peu les propos, ce qu'est le SPRO tout de suite après. Je vais passer la parole à l'ensemble du groupe de travail et au collectif qui a œuvré pour travailler sur cette thématique. Donc je vais passer la parole à Agnès pour qu'on se présente tous assez rapidement. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Agnès Gouty-Triquet, je suis chargée auprès du directeur général de la sécurité civile, le préfet Alain Thirion, de promouvoir et d'animer la politique d'égalité, diversité des chances dans l'ensemble de la sécurité civile. Bonjour à toutes et à tous, Florence Boisseau, je suis chargée de mission ingénierie de l'orientation, c'est-à-dire que j'ai en charge de l'information sur les métiers et les formations en direction des publics collégiens et lycéens dans le Loir-et-Cher. Et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, je suis Sandy Guenassia, je suis chargée de projet égalité-diversité auprès de Madame Gouty-Triquet. Bonjour à tous, donc je suis Chloé Bonamy, je suis en deuxième année de master marketing et communication et aussi apprentie au sein du conseil régional et plus particulièrement au sein du service public régional de l'orientation avec Sébastien Martin et je m'occupe de la communication du SPRO. Et puis, je vais donner la parole aussi à nos invités qui vont animer le webinaire, sans qui on n'aurait pas pu monter ce webinaire, évidemment. En l'occurrence, le commandant Alexandre Jouassard, Elodie, qui va débuter Elodie Gentina, que je présenterai après, mais qui va débuter le webinaire. Et puis Magali Richou, notre témoin, pompier volontaire et conseiller en insertion professionnelle à la mission locale de Chinon. Si vous voulez bien prendre la parole les uns après les autres pour vous présenter assez rapidement, qu'on vous visualise. Et puis après, je termine les présentations et puis on se lance. Bonjour à toutes et à tous, Elodie Gentina, je suis enseignant-chercheur à l'ISEG School of Management. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur la génération Z. Je vais en publier un prochainement en 2023, Manager la génération Z, avec beaucoup de témoignages de DRH et de dirigeants. Et je suis aussi conférencière en entreprise pour parler justement du recrutement, de la fidélisation de cette nouvelle génération dans le monde du travail. Je vais prendre mon tour du coup. Je suis le commandant Alexandre Jouassard. Je suis le porte-parole de la sécurité civile pour encore quelques semaines. J'ai plaisir à être avec vous. Je vais donc avoir le loisir de vous présenter la structure de sécurité civile avec l'ensemble des forces qui la composent et aussi nos enjeux qui nous rejoignent aujourd'hui pour augmenter cette population qui peut rejoindre les sapeurs-pompiers, mais plus globalement la sécurité civile dans son ensemble. Bonjour, du coup, Magali Richou, conseillère en insertion professionnelle du coup à la mission locale de Chinon et aussi sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Chinon. Alors, on vous remercie à tous les trois pour l'animation de ce webinaire et puis un petit point particulier auprès de Magali qui est un petit peu souffrante et qui a tenu malgré tout à tenir son engagement pour témoigner aujourd'hui. Donc, merci à elle. Je vais être assez rapide, hein, donc je vous remercie à tous et toutes d'être présents dans ce webinaire.
Vous dire qu'on est voilà, une petite centaine. J'ai noté des structures qui étaient présentes. Je remercie encore une fois les SDIS et les services de la sécurité civile. Le webinaire, c'est le début d'un travail qu'on souhaite initier avec la sécurité civile. Donc, j'en parlerai un petit peu. Donc, je vais tout de suite faire les présentations des travaux et puis on passera très rapidement à la conférence d'Élodie. Vous dire que, donc, je vous ai parlé du service public régional de l'orientation, vous dire ce qu'est le SPRO à l'échelle de la région. C'est la mise en application d'une compétence des conseils régionaux qui vise deux objectifs: informer sur les métiers et les formations et les financements et dispositifs d'accompagnement qui s'y rapportent. Donc là, on est complètement dedans, évidemment. Et c'est également outiller et accompagner les évolutions des parcours et les transitions professionnelles de l'ensemble des publics, publics jeunes, mais également publics adultes. Et l'ensemble de nos actions et des actions initiées par les réseaux s'adressent au public et aux professionnels des structures qui appartiennent au SPRO. Donc à la fois vers les publics, à la fois vers les professionnels. Et aujourd'hui, typiquement, nous sommes dans une action d'information à l'attention des professionnels des structures des structures du réseau. Donc voilà la partie conseil régional, service orientation du conseil régional. Et je passe la parole à Agnès Bouty-Triquet pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes très très nombreux et c'est vraiment une grande chance pour cet événement et sans doute aussi une preuve que cela répond à certaines attentes. Alors cet événement, il est important, il est sans doute pas comme les autres, il est un peu atypique parce qu'il met en coprésence des acteurs qui ne se rencontrent pas forcément très souvent. Des professionnels de la sécurité civile que je salue encore à mon tour. Hein, merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être à nos côtés, et en particulier les directeurs et leurs adjoints qui se mobilisent avec un temps qui leur est précieux, qu'on pense connaître ces acteurs-là parce que leurs valeurs sont très fortes et fort heureusement, elles sont reconnues unanimement par le grand public, hein, l'engagement, la solidarité, l'altruisme, mais dont on ne connaît pas forcément toutes les missions qui sont les leurs. Et donc, il est important aujourd'hui de bien les valoriser, de les expliquer pour que nous sachions toute cette complexité qui fait leur quotidien aujourd'hui. Donc, je vous disais mettre en coprésence des professionnels de la sécurité civile avec les acteurs d'une grande collectivité qui est un conseil régional, et en l'occurrence, bien sûr, le conseil régional Centre-Val de Loire. Alors, Sébastien Martin l'a très bien expliqué tout à l'heure, a très bien expliqué ses missions, justement, de service public d'orientation, qu'on ne connaît pas forcément non plus toujours quand on n'en fait pas partie, et qui joue un rôle fondamental vis-à-vis des jeunes, puisqu'il s'agit d'orienter, de conseiller, de former, mais donc de permettre à toute une jeunesse eh bien, de trouver son chemin, sa voie professionnelle de formation, d'insertion ou de réinsertion. Voilà, donc c'est faire se rencontrer ces professionnels, c'était une forme de pari que l'on espère bien sûr gagnant-gagnant pour chacun, chacune, compte tenu des enjeux qui se jouent aujourd'hui. Alors ces enjeux, eh bien, il y en a des deux côtés. Du côté de la jeunesse, alors à l'échelle de la France, hein, ce sont 750 000 jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Et parmi eux, eh bien, un trop grand nombre resteront sans solution, sans emploi, sans formation. Et c'est donc justement là tout l'enjeu, tout le travail qu'il va falloir conduire pour faire en sorte que ces situations ne soient pas pérennes, ne perdurent pas. Des jeunes qui aussi quittent parfois très tôt le système scolaire, alors que le diplôme reste, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, eh bien, le meilleur passeport pour trouver un emploi. Voilà un petit peu l'enjeu du côté de la jeunesse. Et de l'autre côté, côté sécurité civile, un secteur qui est en proie à des changements extrêmement importants, un secteur au sein duquel les missions actuellement se diversifient, se complexifient, s'intensifient. Le secours à personne,
qui, rappelons-le, représente 80% de l'activité des sapeurs-pompiers. Alors, c'est justement aussi un des points forts de ce webinaire que de remettre vraiment les missions au centre et de bien faire comprendre ce qu'elles sont. 80% d'activités de secours à personne, auxquelles s'ajoutent bien évidemment les questions d'enjeux climatiques, les risques technologiques, industriels, les catastrophes naturelles et bien d'autres choses encore. Face à cela, des effectifs qu'il faut renouveler et le constat d'une population qui vieillit, donc une difficulté supplémentaire, et puis des jeunes dont les aspirations évoluent et en lien, bien sûr, des durées d'engagement qui, petit à petit, s'amenuisent, diminuent dans le temps. En moyenne, aujourd'hui, c'est, je crois, enfin, j'espère qu'Alexandre Joissard ne me contredira pas, je crois qu'on est autour de 10-11 ans en moyenne, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, l'idée, c'est de faire perdurer cette durée d'engagement dans la vie. Il faut rappeler que la grande majorité des sapeurs-pompiers volontaires, ils ont une activité professionnelle et que 70% des missions qui doivent être exercées, elles sont à réaliser en journée, donc entre 7h et 21h. Donc, vous voyez, il y a aussi là une équation à résoudre entre une majorité de sapeurs-pompiers volontaires et puis des activités qui, encore une fois, doivent être couvertes au quotidien. Enfin, pour terminer ce constat, des métiers ou des formes d'engagement, suivant qu'il s'agit d'être sapeur-pompier professionnel ou volontaire, qui trop souvent sont méconnus ou bien qui reposent sur des représentations qui peuvent être erronées. On a une image qui est souvent véhiculée dans le grand public. On a l'idée qu'il faut peut-être, pour être sapeur-pompier, correspondre à des caractéristiques physiques très précises, l'image du mythe un peu du sapeur-pompier très sportif, l'homme qui éteint les incendies. Voilà, toutes ces représentations, même si elles ne sont pas complètement fausses, doivent être travaillées auprès du grand public pour redonner une vision et puis aussi un espoir à tous ceux qui, les femmes, qui n'ont pas forcément un physique non plus qui corresponde à certains critères, puissent avoir envie d'y accéder. Voilà, faire en sorte que ces représentations ne freinent pas l'attractivité, c'est aussi un enjeu de notre webinaire. Alors comment, dans ce contexte, trouver de nouveaux leviers pour susciter bien sûr des vocations? Comment offrir aux jeunes la possibilité de trouver un emploi au sein de la sécurité civile ou un engagement qui soit à la hauteur de leurs ambitions, et comment attirer aussi tous les profils, parce que c'est ça qui est important, tous les profils quels qu'ils soient, quand il y a une envie, une ambition, sans qu'aucun ne se sente exclu. Autant de questions auxquelles nous espérons que ce webinaire pourra répondre, mais aussi et surtout le travail qui en découlera sur le terrain plus tard. Voilà, pour ce qui me concerne. Donc, Sébastien, je te passe à nouveau la parole pour que tu nous expliques concrètement comment va se dérouler le webinaire. Je crois qu'on va entrer très vite dans le vif du sujet, parce que je vais passer la parole à Elodie, revenir très rapidement sur ce que tu viens de dire, Agnès. Donc on n'est que sur le début de travaux. Là, on est sur un travail de présentation, de circularisation d'informations, d'échanges, mais derrière, on souhaite travailler avec les SDIS dans chaque département. Et on vous en parlera un petit peu en fin de webinaire. Elodie, je vous passe la parole tout de suite. Je vous laisse vous présenter, vous le ferez mieux que moi. Et puis, pour lancer la discussion, puisque on a bien entendu qu'il y avait un focus sur la jeunesse, et c'est notre thème, ce qu'on appelle la génération Z. Moi, j'aurais quelques questions à vous poser. Je me dirais que, moi, personnellement, je me dis qu'il s'agisse d'entreprises ou de secteurs d'activité, on a du mal à attirer les jeunes dans certains secteurs, ou bien quand on les attire, ils ne restent pas. On les dit parfois pas forcément très fidèles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'un secteur pourrait faire? Qui est cette génération Z? Qui sont ces milléniums, en fait? Comment est-ce qu'on peut les définir? Et puis, finalement, est-ce qu'ils ont encore envie de travailler? Est-ce qu'ils ont encore envie de s'engager? Est-ce que c'est la fin de l'engagement? Bref, autant de questions auxquelles on aimerait que vous puissiez
nous répondre ou en tout cas nous donner des pistes. Si vous avez besoin et vous voulez aller plus loin, je pourrais vous partager, j'avais partagé avec Sébastien un portrait où j'ai fait d'autres interviews sur fidélisation, recrutement, enfin voilà, qui permettent vraiment d'approfondir certains sujets. Les chiffres viennent d'où? Les chiffres viennent... alors, Sébastien m'a fait parvenir une étude, mais j'avais pas beaucoup de chiffres dedans, plutôt au niveau de pompiers sécurité civile. Sinon, moi, c'est des études que j'ai menées sur le terrain auprès de jeunes qui ont entre 15 et 25 ans sur l'entreprise de demain, l'engagement, la fidélité, qu'est-ce qu'ils font demain ils ont envie d'entrer dans une entreprise, etc. Donc, il y a beaucoup d'études que j'ai menées moi-même. Du coup, on va enchaîner ensuite avec le commandant Alexandre Non, Joissard et puis Magali aussi qui est présente, il y a qui une est jeune question, pompier volontaire. Simplement, finalement, moi, je me disais, bon, vous nous éclairez parfaitement sur cette génération Z. Moi, la question que je me posais, je me disais, il y a des contraintes quand même dans les métiers de la sécurité civile. Je pense que j'ai pas besoin, on a vu les actualités cet été, et puis il n'y a pas besoin de faire de dessin. Il y a des contraintes liées au fond de la mission, le danger. Moi, je résumerais ça en mission de danger, quoi qu'il arrive. Et puis, pas que, mais en gros, enfin souvent. Et puis, des contraintes de forme, je pense aux gardes, par exemple. Et vous avez bien insisté sur la recherche pour les jeunes de l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que là, il y a la possibilité de se retrouver, de se croiser par rapport à ça? En gros, quelque part, est-ce qu'on peut passer par-dessus ces contraintes du secteur de la sécurité civile qui sont quand même relativement fortes? Puis je veux dire, le commandant Joissard peut répondre aussi. Il y a quelque chose là qui m'interroge. Vous voulez répondre, Ouais, alors moi je Monsieur pourrais Fossard? répondre sur la deuxième partie, c'est-à-dire la charge pour la partie sécurité civile, mais peut-être que vous, par rapport à votre regard, comment intégrer au mieux justement ce respect de la vie de famille ou de cette envie d'avoir une vie perso épanouie tout en ayant un engagement volontaire qui est en plus d'une activité professionnelle. Alors, des retours que j'ai eus par rapport aussi à d'autres conférences qui ne sont pas forcément sur le même secteur d'activité que vous, mais j'ai été dans des CHU où ils disent, voilà, on a beaucoup de soucis avec les jeunes médecins aujourd'hui qui veulent plus faire de garde, qui ont du mal à travailler les week-ends. Je suis aussi allée chez Jussieu, où là, on est dans le système, voilà, les ambulanciers, mais c'est pareil, enfin, ils sont appelés, ils doivent y aller. Ils ont dû revoir chez Jussieu, ils ont perdu énormément de monde pendant la période de la Covid, et donc ils ont revu leur système d'emploi du temps en disant aujourd'hui, sur une semaine, on a mis des systèmes d'horaires pour qu'ils puissent savoir à quelle heure ils commencent, à quelle heure ils terminent, et plus à l'avance les week-ends sur lesquels ils vont pouvoir travailler, ce qui va leur permettre justement, contrairement à avant où en fait c'était en continu. Et là, ils avaient besoin en fait de savoir à l'avance pour anticiper aussi au niveau de leur famille et savoir j'ai des temps pour le travail, j'ai des temps pour moi. Ça, donc ils ont revu là-dessus, en tout cas sur le système de la contrainte du travail. Ils ont aussi beaucoup travaillé, ils m'ont dit, et ça on a été mis en avant sur le tutorat, sur aussi la continuité, c'est-à-dire voilà, pour être encore plus à l'écoute de ce qui va pas, et ne pas attendre voilà plusieurs mois pour se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas et que des gens sont partis et que c'était déjà trop tard. Donc ils ont besoin beaucoup de feedback. Après, dans le domaine de la médecine, ils m'ont dit, on est revenu aussi beaucoup en les questionnant aussi sur le choix du métier. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il y en a qui sont beaucoup aujourd'hui enfermés aussi sur des contraintes. Alors, on l'a bien entendu, les contraintes, mais avant tout, c'est pourquoi tu as fait cette mission au départ? Pourquoi tu as choisi ce métier? Qu'est-ce qui les anime? Et donc, travailler aussi en système de communication en les réunissant et en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait faire une sorte de storytelling qui permet d'expliquer ce qui t'anime, voilà, tous les jours sur le fait de sauver des gens, le fait d'être un métier sur l'humain, le fait voilà, d'être à l'écoute des autres, etc. Et en fait, il disait à un moment, on n'entendait plus ça. Ils nous parlaient que de qualité de vie, de terminer à telle heure, etc. Et quand on leur a posé la question, mais t'oublies à la base, pourquoi tu as choisi ce métier? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être les faire plus participer et mettre plus en avant ça. Et comme on a vu par exemple le film, ok, le film est bien, mais il faut aussi que les jeunes en fait, aujourd'hui, les jeunes s'identifient non plus à des célébrités, mais ils s'identifient à d'autres jeunes. Et davantage les faire participer en
en disant, OK, ce métier, c'est bien, mais peut-être qu'on peut aussi faire et proposer d'autres choses qui leur donnent envie pour fédérer et faire aussi autre chose. Mais c'est clair que, pareil, ils m'ont dit, on a aussi des jeunes qui bossent 4 jours et qui font d'autres métiers, la polyactivité, qui font ça, qui font autre chose. On a dû s'adapter et se dire, pour certains postes, il faut 2 personnes en alternance au lieu d'une parce qu'on n'avait plus le choix et on perdait trop de monde. Ok. Madame Boisseau, Monsieur Martin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres questions. Est-ce que vous voulez finir cette séquence avant que je prenne la parole? Oui, on va Merci. terminer là-dessus. Merci, commandant. Effectivement, il y a une question. Est-ce que vous voyez une différence entre les 2002, la génération des personnes nées en 2002, et ceux d'avant? Car sur le terrain, on voit de la différence. Et il y a une ou deux autres questions aussi. C'est-à-dire entre 1995 et 2002. Après, moi, je ne parle pas qu'en termes d'âge, parce que je trouve que l'âge, on met des gens vraiment dans des catégories. Moi, je vois plus de différences, non pas par l'âge, mais par d'autres critères, notamment le niveau d'études, le milieu social, l'habitat. On voit aussi, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est vrai et j'aurais dû le dire, mais c'est ce que j'ai dit beaucoup de choses. Un des critères aujourd'hui qui fait qu'un jeune choisit aussi un métier, parfois il va regarder, enfin un métier ou pas le métier, mais l'entreprise pour laquelle il va postuler, il va regarder aussi la distance entre son lieu d'habitation et le lieu de l'entreprise, qu'on n'avait pas avant. Vous voyez, quand on parlait d'équilibre de vie. Donc, je ne vois pas forcément de différence en termes d'âge. Moi, je vois plutôt des différences entre des individus qui sont sur des milieux différents. Alors après, on va retrouver des choses que je vais retrouver un peu partout, comme la digitalisation, le besoin de fédérer, l'importance de l'esprit d'équipe. OK, ça, on l'a. Après, vous voyez plutôt les jeunes qui sont en quête de sens, pour ceux qui ont fait des études et qui se disent, moi, je ne veux pas aller dans cette entreprise-là parce que je veux aller dans une entreprise alignée. C'est plutôt des jeunes qui sont un peu des têtes pensantes. Voilà, voilà. Après, entre l'avant-Covid et l'après-Covid, le Covid n'a pas complètement tout bousculé et tout chamboulé quand je vois l'autre question par rapport à ça. Il y a aussi quand même une continuité. Le télétravail, ça existait déjà avant. Après, bien évidemment, aujourd'hui, c'est devenu une tendance qui est beaucoup plus profonde. Le Covid a aussi joué un rôle. Elle a réveillé un sentiment de questionnement en termes de beaucoup plus urgent sur toutes ces questions liées à la RSE, à l'environnement, au social pour ces jeunes. Donc ça a suscité des questions extrêmement urgentes peut-être et qui a réveillé des choses qui n'avaient peut-être pas forcément avant. Aussi sur cette quête de sens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pas uniquement de burn-out, mais de bore-out, d'ennui au travail parce qu'on n'est plus forcément passionné. Et ça a été aussi un temps beaucoup de réflexion. Mais tout n'est pas nouveau avec cette période de la crise sanitaire et de Covid. Il y avait déjà des choses avant et ça a permis de renforcer peut-être un certain nombre de choses, c'est sûr, tout sur cette question de quête de sens, de télétravail, de flexibilité. Il y avait la notion aussi d'avoir vécu une vie d'adolescent avant le Covid. Est-ce que vous voulez réagir ou ça vient Non, voilà, si on va aller compléter plus loin, j'ai travaillé aussi là-dessus, j'ai écrit un article mais c'était plus pendant la période de la Covid où on a vu en quoi cette période de la Covid a joué un rôle perturbateur pour ces jeunes dans leur processus d'autonomisation. On voit, voilà, les jeunes vont quitter la maison pour aller travailler, pour aller faire des études, pour partir à l'étranger. Et pendant la Covid, ils ont dû retourner au domicile parental, ils ont dû revivre avec leurs parents, ils ont dû lâcher leur appartement, ils ont dû certains aller en télétravail. Et c'était très perturbateur dans leur processus d'autonomisation. Et il y a 15 jours, il y a un article qui est sorti dans Stratégie qui parlait, est-ce que ces jeunes souffrent encore aujourd'hui, 2 ans après, de cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a encore une souffrance au travail? Dans mon bouquin, on en parle. Je fais beaucoup appel aussi à des pédiatres qui parlent voilà, il y a eu une période de dépression hyper forte chez les jeunes pendant la période notamment de confinement. Aujourd'hui, on voit qu'avec 150% des jeunes qui ont été touchés par des dépressions, qui se sont mis pour un jeune sur 2 à la méditation pleine conscience avec des applis comme Petit Bambou. Voilà, besoin de se retrouver, besoin de quête de sens, avec aussi beaucoup de questionnements liés à ça. Aujourd'hui, les choses reviennent peu à peu à la normale et ils apprennent à revivre. Mais oui, c'était une période compliquée. Alors, on a une autre question. Aussi, on nous demande, le contrat d'engagement jeune a pour objectif le CDI ou CDD de 6 mois. J'y vois une incohérence par rapport à votre présentation. Alors, je ne suis pas spécialiste du contrat engagement jeune. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut, mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire quand on parle peut-être d'incohérence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Si on vous dit aux jeunes,
les jeunes aujourd'hui, ils ont un rapport à l'avenir qui est complètement différent par rapport à nous. Comme ils sont dans l'instantanéité, ils ont beaucoup de mal à se projeter. Aujourd'hui, par exemple, une question qu'on posait souvent avant, même moi, quand j'avais fait des entretiens de recrutement: «Comment tu te vois dans 5 ans?» Les jeunes peuvent répondre: «Bah, dans 5 ans, je ne sais pas si je serai toujours chez vous». Ça ne veut pas dire que le jeune n'est pas motivé. Ça veut dire que le jeune, comme il vit à l'instant présent, il restera chez vous s'il est, passionné et si vous lui apportez aussi en termes de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'entreprise apprenante, partageante, dans lequel il va continuer à apprendre, à renouveler ses compétences. Mais si vous lui promettez uniquement, alors je ne sais pas, mais contrat engagement à 5 ans, tu restes chez nous, mais vous ne lui apportez pas et il n'est pas nourri, en effet, ça n'a pas de sens de promettre uniquement par le temps. Aujourd'hui, on se pose même la question et on voit plein d'articles là-dessus. Est-ce qu'on parle encore de métier? Est-ce que la notion de métier existera toujours demain? Est-ce qu'on fera un seul métier toute notre vie et le même métier? Est-ce qu'on va être sur de la polyactivité? On va être sur différentes missions? Heu, on va être sur des modes en projet? Pas forcément la réponse, hein, mais on voit que les choses sont en train de bouger et de changer. Il va nous rester une dernière question avant qu'on laisse la parole au commandant Joissard. Laurence? Alors, la dernière question, peut-être repréciser, on nous demande quelle quantité de jeunes sur, je pense qu'il faut comprendre sur la capacité Alors au d'études. total, j'ai fait à peu près 30 000 questionnaires en France et à l'étranger. Aujourd'hui, je suis plutôt uniquement sur les réponses plutôt dans notre société française parce qu'on peut pas, voilà, il y a des différences selon les cultures. Là, je suis à peu près sur 3 000 jeunes. Quand j'ai parlé de la dernière partie sur les jeunes et la relation à l'entreprise, parce qu'avant, j'étais sur d'autres types d'études quand je parlais de la relation smartphone, le digital, le post-matérialiste, le seconde main, où là, j'étais encore sur d'autres études, mais aussi à peu près 1 000-2 000 personnes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Elodie, je pense on va pouvoir continuer. Est-ce que je pourrais, on pourra renvoyer aux participants au webinaire d'aujourd'hui tous les liens concernant vos articles, Bien sûr, etc., que vous m'aviez envoyé. Donc, c'est quelque chose complètement. qu'on fera nous, dans la suite du webinaire. Donc, encore merci pour votre intervention. On va continuer. Je vais passer la parole à Agnès qui va présenter le commandant. Et puis, juste préciser, commandant, que pendant votre intervention, j'interpellerai peut-être, entre guillemets, Magali, qui est notre témoin, qui à un moment sera peut-être amené à donner quelques exemples et à parler de son expérience. Donc, à un petit moment, je vous couperai la parole si vous me le permettez. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Agnès, vous voulez dire un mot? Je vous entends pas. Ouais. Agnès, on ne t'entend pas. Bon. Alors, on va continuer. Est-ce qu'on commande Donc, Ouais, je vais commandant, prendre la main. je vous laisse prendre la main, je vous laisse partager votre PowerPoint et vous lancer. Ça marche. Si j'ai tout bien compris, c'est Madame Boisseau qui va partager son écran avec le PowerPoint. Donc déjà, je tiens à vous remercier encore une fois de l'invitation et vraiment à remercier Madame Gentina. Sa présentation et les éléments présentés vont sans doute résonner avec certains éléments que je vais pouvoir mettre en lumière là à l'instant et qui correspondent aussi à des questions qu'on s'est posées. Je tiens d'ailleurs à remercier mes collègues des SDIS qui sont présents. Il y a le SDIS du Cher, le SDIS de l'Eure-et-Loire, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret qui sont présents autour de la table. Ils peuvent aussi évidemment intervenir. Et tout à l'heure, le colonel Robert du Loir-et-Cher prendra la parole pendant 5 à 10 minutes pour expliquer les actions qui ont été mises en place et qui seront peut-être encore plus concrètes que ce que je vais vous présenter là. Donc l'objectif, c'était dans un premier temps vous présenter notre sécurité civile parce que derrière cette appellation de sécurité civile, appelée d'ailleurs protection civile dans l'ensemble des pays européens, il y a plusieurs métiers et plusieurs engagements possibles. Donc, on va voir un peu comment on est structuré. Sur la prochaine diapo, vous allez le voir, il y a actuellement donc 41 800 sapeurs-pompiers professionnels, complétés par les 197 000
sapeur-pompier volontaire. J'en suis un sapeur-pompier, puisque vous voyez ma tenue. Mais ça, c'est une grande partie, une majeure partie de la sécurité civile, mais ça n'est pas la sécurité civile en elle-même. Elle est complétée par ces 420 000 bénévoles. On va voir à travers quel type de service, et nos 2500 personnels de la DGCGC, dont je fais actuellement partie, avec 280 personnes qui sont en centrale, qui font tourner cette belle machine. Et pour les 2500 personnels de la DGCGC, on va voir sur la diapo d'après comment c'est structuré. Donc, vous avez une belle carte de France où vous voyez un certain nombre de moyens. Pour vous la détailler un petit peu, on a là sur cette belle carte, on a des hélicoptères de sécurité civile, donc plus de 34 hélicos qui sont basés sur l'intégralité du territoire national. On a aussi nos démineurs de la sécurité civile, ces centres de déminage, les 26, ne sont pas forcément associés tout de suite à la sécurité civile, puisqu'on les met plutôt du côté de la défense ou du côté de la police en général. Ce sont d'ailleurs pour la plupart, ce sont des policiers, mais ils ont un véritable rôle de protection de la population, et c'est très intéressant de les avoir dans notre spectre, puisque lorsqu'on a des missions à l'étranger, par exemple, cela permet de pouvoir ensuite engager cette notion de sécurité, de protection avec la bannière bleu, blanc, rouge, et donc de pouvoir engager des actions de formation en lien avec ces spécialistes. On a ensuite nos avions que vous avez beaucoup vu cet été, notamment sur les feux de forêt. Les moyens logistiques, ces moyens logistiques, pour vous les préciser, on a aujourd'hui 3 centres de soutien logistique qui sont indispensables lorsqu'on a des crises majeures, inondations, tempêtes ou autres, sur lesquelles on peut porter et prêter main forte aux communes ou aux départements touchés. C'est là l'intérêt d'avoir ces moyens lourds qui peuvent amener tout un tas d'outils et de capacités supplémentaires au département. Ensuite, vous avez les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile. Alors, un sapeur-sauveteur de la sécurité civile, c'est exactement, et je vois le oups, la région centre, j'y reviendrai. Les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, ce sont des équipes qui sont précisées, qui sont engagées pour pouvoir venir prêter main forte au département. Et ils n'ont pas de mission au quotidien, ils ne font pas de secours à personne, ne font pas d'incendie sur leur territoire. Ils viennent en supplément des départements lorsque leurs capacités sont dépassées, ou lorsqu'il y a des besoins au niveau de renforts nationaux ou internationaux. Alors j'ai vu le petit oups région centre, j'ai envie de mettre un peu de lien direct lorsque je vois des interventions de ce type. Alors sur la région centre, là en effet vous avez une sorte de bande qui paraît libre, mais il faut faire les rayons indispensables et nécessaires autour des hélicoptères par exemple, ou autour de nos moyens comme les formistes. Les formistes sont basés à Nogent-le-Rotrou, mais pour autant ils sont engagés tout au long de l'année sur l'ensemble des départements français. Donc si on a un département de la région centre qui est touché et qui a besoin de ces moyens-là, évidemment, il sera renforcé par nos moyens de sécurité civile. Concernant les hélicoptères, lorsqu'on voit nos hélicos du centre, Clermont-Ferrand, et voilà, on peut penser qu'ils ne sont pas tout de suite sur le département, mais en termes de temps de vol, on est sur du 15, 30 minutes, donc on n'a pas de complications majeures sur ces zones-là. On va aller ensuite sur la diapo d'après. Donc les missions principales sont les suivantes. On a une mission qui est importante, qui est de coordonner, mettre en œuvre les mesures de protection et d'alerte des populations. On a d'ailleurs un véritable sujet avec un sujet qui va revenir de plus en plus, qui est une campagne nationale de communication qui va être lancée sur le FR Alert. C'est ce nouveau moyen de pouvoir alerter les populations sur les smartphones, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation. On a aussi une organisation des secours, ça ce sont les missions de la sécurité civile. Élaborer, décliner les plans gouvernementaux, j'y reviendrai un peu plus tard. On a ce rôle d'organisation nationale. Et ensuite, on a le maintien en conditions opérationnelles des dispositifs de situation d'urgence et aussi de capacité de gestion interministérielle de crise. C'est de là l'intérêt d'évoquer le sujet aujourd'hui. Cette sécurité civile, elle a une vocation évidemment au ministère de l'Intérieur, puisque c'est notre ministère de tutelle, mais elle a aussi une mission 360 degrés, et on l'a bien vu avec la Covid. La vaccination, la capacité de logistique, d'action des sapeurs-pompiers a été particulièrement appréciée durant cette période-là. Diapositive supplémentaire. Dans les moyens donc, de sécurité civile, on a évidemment nos sapeurs-pompiers. Donc là, je vais faire un peu un focus sur cette famille-là, puisqu'il y a du lien avec ce qui a été présenté avant, et surtout sur cette capacité d'engagement, parce que vous l'avez bien compris, devenir démineur ou pilote d'hélicoptère demain,
on est sur une niche, on est sur des spécialistes, on n'a pas forcément un besoin majeur, même s'il y a évidemment du recrutement, de l'engagement sur ces fonctions-là. Mais là où on a le plus de capacité à offrir, c'est sur les services départementaux d'incendie de secours. On va évidemment parler des pompiers, mais on va aussi parler des personnels administratifs et techniques. Donc sur la partie des sapeurs-pompiers, sur notre structure, 250 000 sapeurs-pompiers environ, on a 78% de volontaires. C'est-à-dire que sur certaines zones du territoire, on peut avoir des casernes totalement composées de sapeurs-pompiers volontaires, avec un engagement majeur de ces sapeurs-pompiers qui, en plus de leur travail, viennent monter des gardes. On a un nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui a été stabilisé pendant un certain temps, une dizaine d'années. Là, il est descendu un petit peu et on a une volonté de le voir réaugmenter, c'est-à-dire de passer de ces 195 000, 197 000 sapeurs-pompiers volontaires à un objectif de 250 000 pompiers volontaires. C'est un objectif qui a été présenté par la Fédération des pompiers de France, mais qui est aussi partagé par la direction générale, c'est-à-dire une volonté d'augmenter notre vivier. Et pour ce faire, on a tout un champ sur lequel on peut largement s'améliorer. On parle évidemment de la féminisation, sur lequel on a axé certaines de nos communications et aussi certaines de nos actions en interne. Peut-être que le colonel Robert y reviendra tout à l'heure. Et aussi de la diversité des profils et la capacité à intégrer des profils différents de ceux qu'on avait un peu, comme l'a très bien dit Agnès Boutit-Triquet, on l'a un petit peu trop imagé la chose avec des pompiers de 30-35 ans, sportifs, quasiment sportifs de haut niveau, et après, on ouvrait un peu moins les portes. Là, c'est totalement fini, cette vision-là. On a la volonté de faire comprendre qu'au regard des missions qui sont les nôtres et au regard de tout le champ des possibles offerts par les services départementaux d'incendie de secours, eh ben, on accepte les personnes avec des physiques moins avantageux en termes de sport, en termes de capacité à faire, mais en fait, on va les intégrer et on va pouvoir ensuite les aider à pouvoir passer à l'échelon supérieur. Et donc, en fait, c'est cet accompagnement, ce tutorat qui va permettre à toutes les personnes de pouvoir franchir les portes de nos casernes. Donc, on a vraiment changé de message. On a aussi en interne des personnes qui ont tout à fait compris que c'était une force que d'avoir une polyvalence de profil, une polyvalence aussi d'expérience. Et ça peut vraiment apporter à nos différentes structures dans la durée, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On va aller sur la page d'après. Ouais. Alors juste, puisque justement, avant que la page passe, on a bien vu notre camembert sur les opérations. Madame Gentina parlait du changement entre 2000 et 2020, hein, un petit peu des attitudes, du profil. On a eu, nous aussi, un changement, mais opérationnel, pour le coup, avec 60% des interventions opérationnelles qui étaient en lien avec le secours d'urgence aux personnes à la fin des années 90. Et là, comme vous le voyez sur le schéma qui est présenté, vous avez 78% de ces interventions qui sont en lien avec le secours à victimes et 6% d'accidents de circulation. Si on complète les deux, puisque lorsqu'on est sur un accident de circulation, on est sur évidemment du secours d'urgence en lien avec des actions de soins d'urgence, on est à plus de 80%, autour de 85% de nos actions qui sont en lien avec le secours d'urgence aux personnes. Donc c'est un changement, et c'est un changement aussi à faire passer, puisque le regard du sapeur-pompier qui éteint des flammes et qui est sa mission principale, doit être corrigé dans l'imaginaire de chacun et chacune. On peut enchaîner avec l'autre diapo. Donc là, vous avez un petit diapo qui représentait en fait la manière d'être structuré de nos services départementaux d'incendie de secours, avec des centres de première intervention, des centres de secours et des centres de secours principaux. L'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on a tout un tas de centres de secours. C'est ce qu'on appelle le maillage territorial. Ce maillage-là est très intéressant. C'est ce qui nous permet d'arriver dans un délai assez court sur intervention. Ce maillage est aussi intéressant lorsqu'on a des crises majeures comme on l'a vécu avec la Covid, puisqu'on est au contact de la population. Et ce maillage aussi permet d'avoir donc ces différentes populations, puisque lorsque vous avez des métropoles et donc des grosses communes qui ont nécessairement un nombre d'interventions très élevé, vous avez en général notre population de sapeurs-pompiers professionnels qui est implantée sur ces secteurs-là. Et à côté, sur les zones rurales ou les zones un peu plus difficiles d'accès, on est sur des centres de secours soit mixtes, donc pompiers professionnels et volontaires, soit totalement volontaires. On peut passer à la diapo d'après. Il en reste quelques-unes.
normalement. Ouais. Je crois que j'ai coupé le partage, je crois. Ça refonctionne. Alors là, vous avez un petit… et celui-là, on va passer assez vite parce que l'objectif, c'était pas vraiment… Enfin, c'est juste de le comprendre, mais c'est pas de le détailler. La gestion de crise en France, c'est lorsque vous avez un événement, une catastrophe, vous avez plusieurs niveaux. Il faut le comprendre comme cela. Vous avez un niveau communal, un niveau départemental, un niveau zonal, un niveau national. De là, l'intérêt de la Direction générale de la sécurité civile avec son COGIC, donc le centre opérationnel qui gère l'engagement de moyens sur toutes ces zones-là. Et vous avez le niveau européen. C'est important de comprendre qu'on rentre dans cette chaîne parce que même si, et là on est souvent sur des discussions en lien avec les départements et les régions, vous avez toute une organisation, tout un équilibre qui est à trouver au niveau national, mais aussi avec la capacité, les besoins parfois d'avoir des moyens européens qui peuvent venir en aide. Ça a été le cas cet été. Il ne faut pas voir ça comme une faiblesse, j'en profite d'avoir du monde présent aujourd'hui. C'est en fait une capacité supplémentaire qu'on s'est offert. Il faut savoir que la France avec l'Allemagne font partie des deux contributeurs les principaux au niveau de l'Union européenne. Et donc c'est intéressant d'avoir cette aide de l'Union européenne. Et là, dans le cadre de l'échange qui est le nôtre aujourd'hui, par rapport à ce qu'a dit Madame Gentina, en effet, on a des profils différents en fonction des générations, mais aussi on voit des profils différents, ou en tout cas on voit des actions différentes aussi en fonction des régions du globe et donc de l'Union européenne. On voit des pays qui fonctionnent différemment. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un fonctionnement qui est structuré avec une colonne vertébrale en lien avec les sapeurs-pompiers professionnels et aussi toute une structure qui ne peut pas tenir et ne pas fonctionner sans les sapeurs-pompiers volontaires. Et ce fonctionnement, ce pilier de sécurité civile autour du volontariat est précieux et c'est pour cela qu'on doit trouver des solutions ensemble pour pouvoir le faire pérenniser, le faire évoluer dans la durée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Tac, encore. Donc, on vous a fait 2 fiches normalement qui ont dû vous être envoyées. Si ce n'est pas le cas, elles vont vous être envoyées à l'issue de la présentation. Il y aura une fiche sur les sapeurs-pompiers professionnels, une fiche sur les sapeurs-pompiers volontaires, ce qui vous permet de comprendre les conditions d'intégration, les conditions d'accès. Donc là, je vous ai déjà parlé des missions, c'est encore répété là, 85% de secours d'urgence aux personnes, 6% d'incendie. Donc vous voyez, c'est très faible par rapport à l'image qu'on peut se faire avec justement des personnes qui parfois bloquent sur leur volonté de venir franchir la porte en se disant oui mais moi j'ai peur du feu ou j'ai pas envie de m'engager sur l'incendie. Ça tombe bien puisque ça va pas être l'activité principale et de deux, aujourd'hui dans beaucoup de départements, on a ce qu'on appelle l'activité différenciée, c'est-à-dire qu'on peut faire qu'une des deux activités et vu que le secours d'urgence est l'activité principale, on peut faire que du secours d'urgence dans bien des départements. Après vous avez les autres opérations et donc je fais un petit focus sur les conditions d'intégration. Pour les pompiers professionnels, il faut avoir au moins 18 ans, être de nationalité française, remplir les conditions médicales et physiques adaptées. Même chose sur les conditions physiques et médicales, on n'est pas sûr, il ne faut pas faire les Jeux Olympiques, hein, il faut juste être en bonne santé et faire un peu de sport, mais ce n'est pas un niveau incroyable. Il faut être titulaire du brevet des collèges. Et ensuite, vous avez une formation initiale après recrutement. Les recrutements se font aujourd'hui par 2 voies. Une première voie qui est la voie des concours. Donc, vous avez des concours régulièrement qui permettent de recruter les pompiers professionnels. Et aussi, il y a une voie, aujourd'hui, une nouvelle voie qui a été créée avec un engagement volontaire d'assez longue durée et qui ensuite permet de faire une bascule sur le pompier professionnel. On va aller sur la fiche d'après qui correspond. Voilà, au personnel administratif et technique. Alors, je la vois, oui. Sur les personnels administratifs, techniques et spécialisés, je voulais vous en parler parce que avant de refaire un focus sur le volontariat, aujourd'hui, on a tout un panel de métiers dans les services départementaux d'incendie de secours. Et dans ces panels de métiers, il y a la possibilité d'être mécanicien, informaticien, secrétaire, comptable, responsable des marchés publics et encore bien d'autres choses. Là, on a mis psychologue, mais en gros, il y a un service de santé dans lequel on a des infirmières, des infirmiers, des psychologues, des vétérinaires, des médecins. On a tous ces panels-là de métiers qui sont présents dans nos structures. Donc, il peut y avoir de beaux engagements en donnant du sens pour reboucler avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire
on fait des actions qu'on aurait pu faire ailleurs, mais là, on le fait dans le cadre des sapeurs-pompiers. Et je crois que ce qui a été vécu cet été par bon nombre de départements, des témoignages de logisticiens, de mécaniciens, même de personnel d'administratif qui ont pu donner la main pour pouvoir créer cette synergie de réponse face aux feux de forêt sur l'ensemble du territoire national, montre tout l'intérêt qu'on peut avoir de communiquer sur ce sujet-là et faire venir du monde, parce que être mécanicien au sein des structures comme la nôtre, c'est aussi permettre aux secours d'arriver sur place et de pouvoir réaliser la mission. Donc, on a tout ce cadre-là qui est intéressant et qui peut être mis en valeur. Je ne sais pas si la diapo d'après parle du service de santé. Si c'est le cas, donc on va pouvoir faire un petit focus sur le service de santé. Juste après. Tac. Donc le service de santé et de secours médical, les départements sont dotés d'un service de santé. Avant la Covid, certains messages pouvaient être passés et se dire: est-ce que c'est pas un peu trop riche? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces services de santé dans les SDIS? Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de contestation possible. Le travail des pharmaciens, le travail des médecins, des infirmiers a été incroyable durant cette période de Covid, et il nous a apporté deux éléments majeurs pour les SDIS. Un, cette capacité à pouvoir réagir et à pouvoir aider la population dans une phase de crise majeure. Deux, une capacité aussi à ce que notre structure en interne soit solide et puisse parer rapidement à ces difficultés-là. Donc aujourd'hui, le service de santé dans bon nombre de départements va être en structuration, en augmentation de structuration. Donc il y aura aussi des éléments intéressants. On vous a mis quelques conditions requises pour pouvoir accéder à ces métiers-là. Je vous laisserai en prendre connaissance a posteriori. Ensuite, on a nos autres formes d'engagement. La première fiche est sur le volontariat. On va pouvoir faire un petit focus. Donc, sur le volontariat, les conditions d'intégration, il faut avoir au minimum. Pardon. Commandant, avant que vous fassiez une présentation précise, je vous propose peut-être de faire un petit moment d'aération avec Magali Richou, qui est avec nous, qui est pompier volontaire, que je vais interpeller dans le webinaire. Je sais qu'elle est là, si elle veut bien peut-être nous faire une petite présentation, nous donner un petit témoignage. Magali? Oui. Je peux présenter un petit peu du coup mon rôle en tant que sapeur-pompier, enfin mon rôle, mes motivations en fait, qui font qu'aujourd'hui je suis toujours sapeur-pompier volontaire. Je me suis engagée, j'avais environ 21-22 ans. Du coup, ça va faire 13-14 ans que je suis engagée en tant que sapeur-pompier volontaire. Mes motivations restent toujours les mêmes, et c'est la cohésion d'équipe, c'est l'adrénaline que provoque le bip quand il sonne. Enfin, c'est l'altruisme, c'est la diversité des interventions. On le dit, hein, donc secours en fait d'urgence aux personnes, les incendies. Parfois, j'ai l'impression d'être du coup un couteau suisse. On peut arriver à être du coup à la fois sur une intervention de secours à la personne, on revient à la caserne, ah bon, là on décale pour incendie, donc là ma tenue change, hein, tenue de feu, et du coup on change de véhicule. Au-delà de ça aussi, j'ai constaté, et j'avais envie de le dire, qu'il y a aussi la cohésion. Et dans la cohésion, il y en a du coup dans des camarades, ils deviennent nos amis. Et je trouve que c'est une richesse. Voilà. Magali, peut-être que vous pouvez nous faire. On a bien écouté la présentation d'Élodie juste avant, qui nous a parlé de l'engagement, des valeurs, du coaching, etc. Comment vous êtes arrivé, vous, à devenir pompier volontaire? Et puis, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation aussi de votre parcours professionnel, puisque vous êtes dans une mission locale, en l'occurrence à Chinon. Vous travaillez dans l'insertion professionnelle, donc quels sont les liens avec les deux, et notamment l'approche que vous pouvez avoir auprès des publics, soit que vous allez sauver quand vous êtes pompier ou assister, et soit que vous accompagnez pour insérer dans l'emploi quand vous êtes en mission locale. C'est assez intéressant, intéressant de vous entendre à ce point-là, à ce point de vue, pardon. Alors, en fait, de base, je pense que je suis quelqu'un qui aime aider les gens. Dans mon parcours, j'ai travaillé essentiellement en fait dans l'insertion sociale.
Je suis arrivée par, alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais du coup, job alimentaire, hein, étudiante, je travaille au melon, voilà, pour financer un petit peu mes études. Je rencontre du coup, le responsable en fait, de la production qui, finit par me dire qu'il est pompier volontaire et du coup, il est dans la petite, commune à côté de chez moi. Donc, je vais voir en fait une manœuvre et là je me dis ah ouais, quand même, je trouve ça génial. Et là, je me suis lancée, donc 5 semaines de formation et voilà, j'ai pas quitté le monde des sapeurs-pompiers. En parallèle, côté professionnel, j'ai été presque 10 ans aide médico-psychologique donc auprès des adultes en situation de handicap. Ça va faire sourire certaines personnes parce que génération Y, mais du coup, je pense que parfois, je peux ressembler à une génération Z. Je voulais en fait avoir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle et donc travailler tous les samedis, tous les dimanches, je voulais stopper ça. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis arrivée dans l'insertion du coup professionnelle et j'accompagne du coup des jeunes donc de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. Merci Magali. Bon, on reprendra avec vous après peut-être. Merci. Et c'est très vivant d'avoir justement ce genre de témoignage parce que ça parle directement et le lien est fait avec la fiche volontariat que je vous présente. En fait, on a aujourd'hui tout un panel de possibilités. Vous avez vu ces conditions d'intégration, donc avoir un minimum 16 ans et 60 ans au plus. Je tiens à le dire hein, d'ailleurs, là, parce on parle beaucoup de la jeunesse aujourd'hui, et puis de la diversité, de la féminisation, mais là aussi, moi j'ai la chance d'avoir un vécu de chef de centre. J'ai été chef de centre d'une unité importante en Seine-et-Marne, et sur laquelle on a recruté des personnes qui étaient âgées de 50, 52 ans. Au début, certains se disaient, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir quelqu'un qui a 50 ans? Ben, ce sont des personnes qui avaient du temps et qui pouvaient nous en donner. Et 10 ans après, elles sont encore engagées, donc elles ont donné 10 ans d'engagement à la population et ça, c'est important. Donc ne pas se bloquer aussi par rapport à son âge. Il y a aujourd'hui la capacité d'un engagement citoyen jusqu'à ses 60 ans. Il y a aussi là les différentes conditions d'intégration qui sont pas là aussi hein, très, très important, enfin très compliqué à obtenir. On est juste à résider légalement en France, être en situation régulière, jouir de ses droits civiques, remplir les conditions médicales et physiques adaptées. Là, encore une fois, j'insiste sur les conditions médicales et physiques. On est sur des éléments purement réglementaires. Donc, parfois, sur les conditions médicales, notamment sur la vue ou sur d'autres choses, on peut avoir des difficultés si c'est vraiment trop compliqué. Mais dans l'ensemble, ça s'est allégé dans la durée. Et donc, on a aujourd'hui des conditions d'accès qui sont assez simples. Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, c'est mieux, en effet. Et il n'y a pas de prérequis de formation, c'est-à-dire qu'on va intégrer nos volontaires et ensuite, une fois qu'on a intégré nos volontaires dans les unités, on va avoir une année en général, la première année, pour les former sur le secourisme et sur l'incendie si on est sur des personnes qui auront l'ensemble du profil. Est-ce qu'on peut regarder la diapo d'après? Je vous ai beaucoup parlé des sapeurs-pompiers et Magali complétera tout à l'heure et le colonel Robert aussi, à qui je vais donner la parole dans les prochaines minutes. Mais on a, au-delà de nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, on a aussi les bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Il était important pour moi d'en parler. On a aujourd'hui 13 associations agrément national. La Croix-Rouge, la protection civile étant les plus connues. On a aussi évidemment la SNSM qui fait un travail extraordinaire sur la partie maritime. On a la Croix-Blanche, on a tous les logos là qui sont représentés. Ces associations-là, elles sont indispensables sur cette réponse de sécurité civile de manière globale. On l'a vu à travers les feux de forêt cet été, on l'a vu à travers les inondations, on l'a vu à travers la tempête en Corse. Et elles sont nécessaires. Et là aussi, c'est un engagement citoyen qui peut permettre de répondre à ce besoin, de se sentir utile, ce besoin d'avoir une volonté de donner du sens, d'appartenance à un groupe. Tout à l'heure, nous en parlions. Dans cette nouvelle génération, il y a aussi la volonté parfois de faire partie d'une équipe, de pouvoir avoir ce sentiment de clan. Et les associations agréées de sécurité civile, comme les centres de secours, peuvent permettre d'avoir cette approche collective intéressante. Voilà pour ce diapo-là.
Et la dernière, avant qu'on puisse parler, avant que je puisse laisser la parole au collègue Robert sur les actions menées par les départements. Là, vous avez une présentation de tout ce que nous faisons au niveau de la sécurité civile. Nous avons évidemment des interventions aériennes, nous avons nos démineurs dont j'ai déjà parlé, des sapeurs-sauveteurs. Nous avons aussi en bas à droite des actions de coopération et d'expertise au profit de 41 pays, avec une volonté justement de se développer de plus en plus. Et on l'a vu dans nos besoins récents, on peut s'appuyer justement sur des nouveaux savoirs. Tout à l'heure, le chiffre a été donné, m'intéresse d'ailleurs beaucoup. 65% des métiers occupés par les élèves de CE2 actuels feront un métier qui n'existe pas encore. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil pour la sécurité civile et les sapeurs-pompiers. On a aujourd'hui des actions qu'on mène qu'on n'aurait pas imaginé faire il y a une vingtaine d'années, où on était vraiment même il y a 30-35 ans, les sapeurs-pompiers sont là dans les communes pour éteindre les feux et pour porter assistance à la population. Aujourd'hui, on fait tout un tas de missions. On a une structure qui nous permet de pouvoir répondre face aux crises multiples. Et c'est intéressant de pouvoir les mettre en valeur et l'expliquer sur l'extérieur. Je propose au collègue Robert, s'il m'entend, de prendre la parole pour nous expliquer ce que font les départements de cette région centre sur l'engagement et plus globalement sur cette intégration, cette capacité à accueillir de la diversité, de la féminisation et à augmenter notre panel de jeunes qui nous rejoignent. Alors, je voulais vous remercier avant tout pour l'organisation de ce webinaire et la richesse des propos échangés jusqu'à présent. Alors, notamment Élodie Gentina et puis Alexandre Joissard, qui met en lien d'un côté l'observation sociologique de nos organisations et plus précisément en France et sur l'intergénérationnel, et d'autre part la présentation de la sécurité civile et donc de notre modèle de sécurité civile en France. Je m'appelle Thierry Robert, je suis colonel de sapeurs-pompiers et puis directeur départemental du service d'incendie et de secours de Loire-et-Cher depuis 1 an. Alors, les propos sont évocateurs à plusieurs titres pour moi. D'une part, sur une réalité vécue par bon nombre d'entre nous, c'est-à-dire l'évolution de la société, l'évolution des besoins de la société, notamment en termes de sécurité, et aussi un éclairage sur ce dont on a à disposition aujourd'hui, c'est-à-dire notre ressource, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit aussi et surtout humaine. Je voulais, moi, aborder le témoignage du département de Loire-et-Cher et du SDIS de Loire-et-Cher au travers des orientations stratégiques de l'établissement. Donc, en 2021, le SDIS de Loire-et-Cher a acté, donc la gouvernance du SDIS de Loire-et-Cher a acté de 4 orientations stratégiques que je voulais vous énumérer et puis disserter autour de ces orientations-là. Le premier point que je vais aborder, ça sera la lisibilité et la communication. Donc, c'est le premier objectif de l'établissement. Le deuxième point parlera de l'humain au cœur de l'organisation. Ensuite, en troisième lieu, nous aborderons la citoyenneté dans la démarche de sécurité civile et la pérennisation du volontariat. Et enfin, j'évoquerai rapidement ce qui est pour nous l'attractivité du territoire et du SDIS de Loire-et-Cher. Alors, sur la lisibilité et la communication de notre établissement et sur nos actions très concrètes et sur le terrain, nous avons, développé toute une ingénierie sur la communication et comment être sur un adage que l'on porte depuis plus d'1 an maintenant, c'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Mieux se connaître pour nous, c'est de travailler sur notre image, au travers des réseaux sociaux, au travers de la communication, une image sur le SDIS lui-même, ce qu'est l'institution SDIS, au service de la population, mais aussi l'image des sapeurs-pompiers. Et on revient sur les études, notamment sur l'identification des profils de sapeurs-pompiers. Et là, je parle notamment d'une étude qui a été réalisée en 2008, qui s'appelle l'étude Manal-RS, et qui précisait 4 profils de sapeurs-pompiers. Et on le reconnaît au travers de nos discussions depuis tout à l'heure. D'un côté, le villageois, celui qui sera à même de pouvoir faire preuve d'altruisme et de don de soi. De l'autre côté, on a des sapeurs-pompiers, notamment volontaires, qui s'identifient sur un profil de militaire, c'est-à-dire au service de la patrie, au service du service public et engagé jusqu'au bout. On a aussi le héros qui, coûte que coûte, sera là pour montrer toute son abnégation et son don de soi dans tous les événements, et notamment les événements les plus périlleux, les plus dangereux dans l'activité des sapeurs-pompiers. Et enfin, un profil de sapeurs-pompiers plus tourné vers le secouriste, c'est-à-dire être sapeur-pompier, prodiguer les premiers soins, être au chevet de notre population la plus fragile.
Le développement de l'image de l'activité de sapeur-pompier, mais aussi le développement de l'image de la mixité chez les sapeurs-pompiers. On tient aussi à cœur de pouvoir développer cette lecture de l'activité et de la corporation de sapeurs-pompiers, avec une mixité qui peut être une mixité de genre, évidemment, homme-femme, avec un gros effort, comme beaucoup de SDIS, sur avoir davantage de femmes dans nos rangs demain. Donc, on travaille aussi sur cette image-là. Et enfin, une communication sur la mixité sociale. Là encore, cette envie de pouvoir avoir la société représentée au sein de nos rangs, d'aller chercher toute catégorisation sociale pour les retrouver dans nos casernes, d'aller chercher ce grand frère des quartiers sensibles pour que demain, il soit à nos côtés en tant que sapeur-pompier lorsqu'il partira en intervention sur tous les secteurs d'intervention. Le deuxième point, c'était l'humain au cœur de l'organisation et notre SDIS, nous, a eu pour réflexe, pour ambition, que de pouvoir développer la compétence de ces cadres sur leurs relations interpersonnelles. Travailler sa posture, qui est un essentiel pour nous, être au fait de l'actualité dans l'étude des différentes générations, dans l'approche des différentes générations, être à l'écoute de nos plus jeunes sur leurs besoins aujourd'hui. Il nous est paru essentiel et opportun que de pouvoir travailler cette matière-là au travers de nouvelles formations. Donc, ça s'est fait très concrètement au travers de séminaires sur l'agilité comportementale, sur la performance d'équipe et sur la communication plus efficace pour nos collaborateurs. L'essentiel est de pouvoir travailler sur sa propre posture et d'être au fait de l'actualité en termes de relations humaines avec l'ensemble de la population environnante. Le troisième et avant-dernier point, on était sur la citoyenneté dans la démarche de sécurité civile et pérenniser le volontariat. Pour nous, et à côté des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, nous avons un vivier important de jeunes sapeurs-pompiers qui sont encadrés par un cadre associatif des sapeurs-pompiers qui sont dans des unions départementales de sapeurs-pompiers et qui œuvrent aux côtés du SDIS pour pouvoir demain faire de sorte à ce que les jeunes qui sont depuis l'âge de 11-12 ans, qui deviennent des jeunes sapeurs-pompiers avec un cycle de formation de 4 ans, puissent, après 16 ans ou après 18 ans, devenir des sapeurs-pompiers volontaires et pourquoi pas des sapeurs-pompiers professionnels plus tard. Nous avons aussi, nous, sur le terrain, très concrètement, une action vers la citoyenneté au travers du développement de la classe des cadets de la sécurité civile. Nous avons 2 classes dans 2 collèges différents au sein du département et c'est une action qui est essentielle pour nous puisque les jeunes sapeurs-pompiers représentent plus de 40% de l'effectif de nos futurs sapeurs-pompiers volontaires. Donc on a une forte attractivité des sapeurs-pompiers volontaires qui initialement viennent de cette branche-là. Nous jouons la mixité, ce n'est pas le seul vivier, mais c'est un vivier très important. Le développement du volontariat pour nous a 2 axes et nous travaillons sur ces 2 pans. D'un côté, travailler sur l'attractivité et en tout cas attirer de nouvelles vocations, donc de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Et d'autre part, c'est travailler sur la fidélisation de nos personnels qui sont actuellement sapeurs-pompiers. Alors, de nouvelles vocations au travers de l'image des sapeurs-pompiers, on l'a dit tout à l'heure, on travaille notamment sur la notion de valeur citoyenne de l'action de sapeurs-pompiers, on travaille sur les valeurs du réseau de sapeurs-pompiers, sur l'image aussi des sapeurs-pompiers avec 80% de l'intervention, aux alentours de 78-80% de l'intervention de sapeurs-pompiers qui est du ressort du secours à personne. Nous travaillons aussi sur les nouveaux publics avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, la notion d'engagement différencié, de permettre à quiconque qui souhaite mener une partie des activités de sapeurs-pompiers de pouvoir s'essayer à porter l'uniforme et à demain être dans la pratique et être dans un engagement citoyen. Donc ça se voit avec de nombreuses demandes d'hommes et de femmes, majoritairement de femmes, qui demain aspirent à être volontaires pour se porter auprès de la personne en détresse, aller vers du secours à personne, pas tant aller vers l'incendie, pas tant aller vers des spécialités telles que la plongée, mais plutôt rester dans le domaine du secouriste. Aujourd'hui, c'est une action qui est permise et qui est valorisée au travers d'une communication importante au niveau du SDIS. Sur le champ aussi de la citoyenneté, nous sommes aussi sur le développement de la notion de réseau des employeurs. C'est-à-dire que nous avons quelques mesures nationales qui peuvent être déclinées, notamment la mesure du label employeur, pour valoriser les employeurs qui conventionnent avec les SDIS pour permettre et libérer
leurs sapeurs-pompiers volontaires sur des actions de formation ou d'intervention. L'idée étant de pouvoir demain générer la notion de famille des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires pour pouvoir être fiers de faire partie de cette famille-là et contribuer à l'attractivité de notre établissement auprès du nouveau public. Sur la fidélisation, la première demande, la première sollicitation pour nos effectifs, c'est avant tout la reconnaissance. La reconnaissance que d'être sapeur-pompier volontaire, la reconnaissance que de pouvoir contribuer à la sécurité de la société, plusieurs leviers techniques, que ce soit par le biais d'attribution de médailles d'honneur, médailles de courage et de dévouement, que ce soit par le biais de la formation, qui est une forte demande aussi de la part de nos effectifs sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, mais aussi au travers d'une carrière qui est permise, c'est-à-dire donner la possibilité à tout sapeur-pompier volontaire qui veut gravir les échelons, qui veut prendre de nouvelles responsabilités, que de commencer en tant qu'équipier dans une ambulance de sapeur-pompier pour à terme devenir chef de cette ambulance-là, puis chef d'un engin incendie, encore chef de centre et évoluer dans la hiérarchie pour prendre de nouvelles responsabilités. Donc donner cette perspective-là, c'est de reconnaître l'essentiel du modèle français composé de 80% de sapeurs-pompiers volontaires dans nos effectifs. Et enfin, sur la notion de citoyenneté et développement du volontariat, c'est une expérience que je vis pour la première fois dans un département, c'est la force du collectif, la force de l'associatif sur la génération d'après sapeurs-pompiers. Nous avons un vivier de 900 anciens sapeurs-pompiers qui sont en retraite de sapeurs-pompiers volontaires professionnels aujourd'hui et qui œuvrent aux côtés du SDIS dans l'ensemble des actions sociales en partenariat avec notre établissement. Donc 900 anciens sapeurs-pompiers et au total 1200 personnes de l'association avec les veuves qui les accompagnent. Pour clôturer mon propos, je voulais aussi évoquer le témoignage de ce que représente l'attractivité du territoire et du SDIS pour le SDIS de Loir-et-Cher. Nous menons actuellement une réflexion avec l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher, l'agence BLC, Être Loir-et-Cher, sur une vision stratégique, notamment sur ce qu'est l'attractivité. Alors oui, nous avons un côté d'action ponctuelle, de dons, de présents, de communication avec des vidéos sur le territoire. Nous avons aussi à partager une vision à plus long terme, notamment sur un travail sur notre organisation, c'est-à-dire comment générer l'attractivité de notre organisation et comment fédérer un nouveau public autour de notre organisation. Un travail aussi sur le territoire lui-même et comment générer cette attractivité-là et le bien vivre dans le Loir-et-Cher, mais aussi sur l'activité des sapeurs-pompiers pour que chacune des personnes intéressées par le SDIS ou l'activité des sapeurs-pompiers puisse se reconnaître dans l'un des modèles que nous proposons. Alors pour conclure mon propos et ce témoignage, je voulais encore remercier les échanges passés et donc les interlocuteurs passés. J'ai retenu la notion essentielle pour moi qui est la notion de l'organisation apprenante. Donc moi je le perçois comme ça. La société est en mouvement. La sollicitation et la demande de sécurité est de plus en plus prégnante, de plus en plus importante. Nous l'avons vu encore lors de cet été. Il nous faut, nous, pouvoir être dans cette résilience-là, la résilience de l'organisation et pouvoir s'adapter à toutes circonstances. Je retiens aussi l'autre propos, parce que je l'ai vécu aussi au travers d'un échange d'une ancienne DRH régionale de la société Orange, qui nous disait clairement que ce n'était pas à l'organisation de pouvoir justement faire plier les intentions et les bonnes intentions des nouvelles venues et de faire de sorte à ce que ces nouvelles venues puissent rentrer dans un certain moule, mais davantage de pouvoir elles-mêmes se remettre en question et s'adapter à cette nouvelle génération. Et puis, pour finir, ce que je retiens moi de très essentiel, c'est la notion de diversité, la diversité des profils qui fait la richesse des organisations aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci mon colonel. Monsieur Martin, est-ce qu'on a encore quelques minutes pour Magali, peut-être qu'elle puisse représenter de nouveau l'engagement volontariat et par rapport à ce qui a été dit, comment elle le vit, elle, au quotidien. Voilà, Magali, si vous êtes encore là, je sais que vous devez nous quitter bientôt parce que vous êtes souffrante et vous avez rendez-vous chez le médecin, mais est-ce que vous avez
5-10 minutes à nous accorder pour rebondir hein, sur les propos qui viennent d'être explicités. Et puis finalement, nous dire, Magali, vous êtes là? Oui, oui, oui. Ouais, super, super. Je vous prends 5 ou 10 minutes de votre temps encore. Et puis finalement, qu'est-ce que vous diriez, quel message vous passeriez à des jeunes pour les inviter à s'engager et qui suivent un petit peu votre chemin, votre parcours? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, l'engagement, effectivement, c'est avoir envie d'aider les autres. Donc, déjà, il faut avoir un profil comme ça. Sinon, je pense que c'est compliqué. En fait, si on n'est pas humainement, on n'aime pas l'humain, déjà de base. Quand j'ai ce genre de profil de jeunes qui me demandent s'ils peuvent, quand ils me parlent en fait de j'aimerais bien être sapeur-pompier volontaire ou pompier professionnel, peut-être brigadou, enfin voilà, peu importe. Je les invite toujours en fait à rencontrer le chef de centre en fait de leur caserne la plus proche de leur domicile. Parce que je trouve qu'il est nécessaire en fait de voir réellement parce qu'il y a l'idée qu'on se fait et la réalité. Donc éventuellement échanger avec lui, il aura peut-être certainement plus de billes en fait à lui donner que moi. Pour voir une manœuvre, peut-être éventuellement du coup échanger sur l'engagement parce que effectivement et ça il faut pas l'oublier malgré tout même si c'est des jeunes il y a un engagement derrière. Et ça, j'appuie un petit peu dessus. Heu, je pense que parfois et ça m'embête parce que je suite à du coup au webinaire aujourd'hui, je pense que parfois j'ai certains jeunes qui ont certainement eu peur en fait et qui n'ont pas eu, la démarche en fait d'aller vers, le chef de centre. D'autres l'ont fait. Pourquoi? Souvent j'ai pas la réponse en fait, mais par tous les moyens, j'essaie vraiment de leur donner, cette passion en fait qui moi qui me en tout cas qui transpire. Merci Magali. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou commandant Joissard ou... Non, juste par rapport à tout ce qui a été dit, et notamment par le colonel Robert tout à l'heure, Magali là le dit à travers ses mots et son engagement. On a aujourd'hui une capacité nouvelle à trouver, nous, au niveau des structures, à pouvoir intégrer au mieux ces personnes qui ont envie de s'engager. On a parfois eu des blocages. Moi-même, hein, je suis en région parisienne, en Seine-et-Marne, on avait un côté très cadré où si la personne elle n'arrivait pas avec les cheveux courts, si elle n'était pas déjà rasée dès l'entretien, on lui disait bah non, vous n'êtes pas dans le moule, donc vous ne pouvez pas rentrer. On a fait évoluer nos systèmes, nos capacités à intégrer ces personnes qui ont envie de s'engager. Il faut juste qu'on les amène encore plus loin, qu'on arrive à encore plus pouvoir expliciter, expliquer quelles sont nos missions, comment et le pourquoi en fait. Une fois qu'on a amené le pourquoi, justement, les personnes qui ont peut-être pas bien le profil au départ, mais juste parce qu'elles n'ont pas l'information, si on passe ce cap-là, on va pouvoir ensuite les accompagner avec ce phénomène de tutorat, ce phénomène d'équipe et d'engagement collectif. Donc voilà, donc le message que j'aurais à donner à toutes les personnes qui sont présentes autour de la salle virtuelle, de la table virtuelle, c'est celui-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, les services départementaux d'incendie de secours se sont structurés et continuent à se structurer pour intégrer au mieux ces personnes qui ont envie de s'engager et dire qu'elles peuvent être elles-mêmes des vecteurs importants d'engagement, que ce soit pour le pompier volontaire, professionnel ou personnel administratif technique des différentes structures que j'ai pu vous présenter. Voilà. Merci en tout cas. Je vous propose de redonner la parole à Agnès Bouty-Triquet, si elle veut bien donner quelques commentaires ou reprendre la parole. Je sais que tout à l'heure, on avait un petit problème de micro. Alors, merci Sébastien. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Parfait. Oui, vous Parfaitement. m'entendez, merci. Alors, écoutez, voilà, nous sommes vraiment là dans un corps de sujet que je trouve personnellement passionnant. Et en ce qui concerne ma mission, moi, je considère qu'avant toute chose, c'est faire du lien. Faire du lien pour que les acteurs se connaissent, pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils échangent, pour qu'ils... J'emploie souvent aussi ce mot qui modifie leur représentation les uns envers les autres. Et c'est en s'ajustant comme ça sur des positions communes qu'on arrive
à mieux travailler ensemble, à faire des projets, à monter des projets. Vous voyez, ce projet de webinaire, il est venu comme ça. Il est né d'une rencontre entre des acteurs du conseil régional qui sont ici présents, moi-même, une collaboratrice, et puis on a cherché comment on pouvait mieux travailler sur cette attractivité de l'engagement des métiers, cette valorisation de la sécurité civile. Donc voilà, le projet est né comme ça. Donc moi, personnellement, j'espère que nous allons atteindre notre but, puisque ce n'est évidemment pas terminé. Mais je voudrais quand même, puisque j'ai la parole, en profiter pour quand même dire un tout petit mot sur un quiz qu'on avait proposé, donc qu'on vous a proposé avant d'ailleurs de vous inscrire. Le but était évidemment de tester un petit peu vos propres connaissances de la sécurité civile, voir quelles idées vous en aviez, et certains d'entre vous ont répondu. Alors, on peut dire, hein, d'abord, ce qu'il faut espérer, c'est que la présentation d'Alexandre Joissard vous a aidé aussi à répondre à certaines questions si vous aviez été hésitant pour le faire. Mais d'une manière générale, vous avez quand même été plutôt, voilà, vous avez bien réussi hein, dans l'ensemble des questions sur la différence à faire entre sécurité civile et protection civile, notamment, que vous faites bien, sur évidemment le fait que autant les hommes que les femmes peuvent devenir sapeurs-pompiers, sur le fait que les effectifs sont majoritairement des sapeurs-pompiers volontaires, sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être sapeur-pompier volontaire avant de devenir professionnel, sur le fait aussi que l'activité des sapeurs-pompiers n'est pas que d'éteindre des incendies, ça je crois que tout le monde l'aura ici bien compris. Que les sapeurs-pompiers de Paris sont des militaires, ben oui, vous êtes tous quasiment d'accord avec ça et vous avez raison, c'est le cas. Et puis qu'on peut aussi travailler dans un centre, dans un service d'incendie et de secours sans être sapeur-pompier, ce qui est vrai également. Voilà. Donc il y avait aussi des questions sur le sport, sur le diplôme nécessaire avant d'entrer. Tout ça, vous avez plutôt répondu vrai. Bon, malgré tout. Je pense qu'un éclairage n'est jamais inutile et donc la présentation d'Alexandre était très importante pour pouvoir avoir un regard très général sur cette organisation qui reste malgré tout assez complexe. Hein. Alors, je pense que l'intervention d'Élodie Gentina, je vous en remercie Élodie, elle est fondamentale parce qu'on a vraiment tous besoin de bien appréhender cette génération qui est en face de nous pour avoir les bonnes réponses, les bons comportements. Et on voit qu'on n'a pas le choix, hein, comme vous le dites très bien, que de ne pas s'adapter pour côtoyer ces jeunes et encore une fois les amener vers l'avenir, les accompagner vers l'avenir, puisque nos métiers, la plupart des métiers exercés parmi les participants du webinaire sont dans cette essence même hein, d'accompagnement des jeunes et de recherche d'emploi, d'insertion. Donc, c'est fondamental. Et moi, je suis quand même très heureuse de constater que l'éclairage votre éclairage, colonel, qui dirigeait le service d'incendie et de secours du 41, eh bien, vient démontrer toute cette attention que vous pouvez avoir justement à mettre en place des stratégies, des axes de développement qui sont centrés là-dessus. C'est-à-dire que dans les axes que vous avez décrits de votre projet, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, politique d'établissement, à aucun moment vous ne nous avez parlé technologie, matériel, achat, et pourtant Dieu sait que c'est tout à fait présent dans votre quotidien tout ça, hein, c'est essentiel, oui. Mais les axes de développement, ils sont centrés sur l'humain. Vous parlez d'attractivité, de mixité, de fidélisation, de citoyenneté, de reconnaissance. Tout ça, ce sont des fondements de l'humain. Et donc, ce que vous cherchez à faire véritablement, c'est
vous développez pour attirer, vous l'avez dit également, et ça, je vous en remercie, parce que là, vous portez aussi bien et largement mieux que moi ce propos. Vous vous attachez finalement à faire en sorte que la communauté des sapeurs-pompiers aujourd'hui représente le plus fidèlement possible la société d'aujourd'hui, dans toutes ses composantes et dans toute sa diversité. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel pour faire avancer justement cette problématique de pérennité du volontariat qui est la vôtre et qui est indispensable finalement à la pérennité du modèle de sécurité civile aujourd'hui. Voilà, donc je crois qu'on a bien vu que chacun a en main ses enjeux d'une manière ou d'une autre et qu'il faut maintenant voilà, les poursuivre. On ne peut pas les poursuivre sans travailler ensemble, finalement. On a besoin les uns des autres. Les acteurs de l'insertion, du monde professionnel, des jeunes, de la jeunesse, ont besoin des professionnels des métiers avec lesquels ils travaillent, et réciproquement. Et donc, toutes ces actions que nous mettons en œuvre, j'espère, seront utiles. Alors, c'est le moment de parler sans doute de la suite. Sébastien, ce sera à toi de reprendre la parole. Moi, je voulais juste vous dire vraiment un grand merci à toutes et toutes. Et je garde évidemment un espoir très fort que ce webinaire ne soit que le début d'un travail qui se poursuivra dans les départements, alors qui est à construire, hein, comme tout le reste, parce que là aussi, hein, le mode projet, c'est pas d'avoir tout prévu avant que les choses se fassent. Donc, oui, il y a une grande marge d'incertitude dans ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on saura construire ensemble. Voilà. Donc, dans les 6 départements de la région centre, eh bien, moi, je porte l'espoir qu'il se développe des actions avec les acteurs du service public de l'orientation. Je m'engage, bien sûr, puisque c'est ma mission, à être présente sur le terrain quand il le faudra, comme vous le souhaiterez, si vous le souhaitez, ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc longue vie derrière ce webinaire à des actions entre la sécurité civile et le monde de la jeunesse. À toi, Sébastien. Merci Agnès, tu as déjà bien avancé sur ce qu'on avait prévu de dire. J'aurais envie de dire que je vais dire un petit peu la même chose que toi. J'ai une question, mais je n'ai pas de réponse. Il faut qu'on construise ensemble. Aujourd'hui, on s'est rencontrés autour d'un webinaire, mais l'idée, c'est de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va pas en rester là. Il ne s'agit pas simplement d'une présentation. On a vu combien étaient riches les présentations qu'on a pu entendre. Seulement, on n'a pas été énormément dans l'échange, hein, même si on a relevé quelques questions. Alors moi, j'ai noté quelques idées. Pour ma part, il me semble que faut essayer maintenant de passer à quelque chose, je dirais, d'opérationnel. Il faudrait que ce qu'on a entendu de la part du colonel Robert, en tout cas, que ça soit vu, explicité, expliqué. Moi, je pense aux données à avoir, je pense aux témoignages. On a eu Magali qui a témoigné aujourd'hui pour nous, mais il me semble que ça serait intéressant que les acteurs de l'orientation professionnelle viennent entendre des personnels de la sécurité civile témoigner, qu'il s'agisse de pompiers pros, de pompiers volontaires, mais aussi de personnes qui travaillent dans des secteurs administratifs, par exemple. Il me semble que les acteurs du SPRO seraient intéressés pour entrer à un moment dans les SDIS ou y retourner s'ils y sont déjà allés. Hein, je n'ai pas de réponse. Et finalement, je pense qu'il me paraîtrait assez essentiel d'aller vers des temps d'interconnaissance. C'est-à-dire que des acteurs du SPRO seraient assez intéressés pour entendre les SDIS et voir les SDIS. Mais il me semble que les personnels dans les SDIS seraient assez intéressés d'entendre également les acteurs qui accompagnent les jeunes et qu'on soit sur un temps d'échange. Alors, ça peut être
un échange de pratiques, ça peut être une expression des besoins des uns envers les autres. Et puis finalement, l'objectif, ça serait de créer, de trouver des pistes de travail à court terme, à moyen terme, au long terme, en tout cas en échangeant et en travaillant ensemble. J'étais juste un témoignage à titre personnel. On était hier avec le SPRO du groupe Mornay sur la base d'Orléans-Brissy, en fait. Et, l'ensemble des acteurs a rencontré un certain nombre on était dans le domaine militaire, un certain nombre d'acteurs qui œuvraient, et surtout on a vu les métiers qui étaient à l'œuvre autour de la base. Et rien ne vaut le témoignage, la visite, l'échange, les questionnements directs. Donc, voilà, on vous livre en collectif encore, hein, on est un groupe de travail, donc on travaille tous ensemble là-dessus. Mais comme l'a très bien dit Annès, et je vais en terminer là, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on arrive à construire. Donc on vous livre les idées qu'on a. On va revenir vers vous très très rapidement pour perdurer et pour dégager des pistes d'action, des pistes de travail tous ensemble. Voilà ce que je voulais ajouter. Peut-être, Sébastien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Oui, comme il reste juste 10 petites minutes, est-ce qu'il reste une petite place à quelques questions éventuellement? Alors, nous n'avons pas de questions dans le chat, hein. Il y a encore du temps, mais nous avons des propositions, des idées qui sont faites. Donc, je ne sais pas, est-ce que je les lis ou je vous invite à les consulter? Voilà. Eh bien, des exemples de Vie ma vie de sapeur-pompier volontaire, voilà, un aller vers avec une journée en atelier, une journée d'immersion par petits groupes. Je réouvre mon micro. Finalement, je pense que tout le monde aura des idées. Il va falloir créer les rencontres par département. Évidemment, on sera plus sous cet angle régional. Il va falloir créer les rencontres et puis évidemment, on souhaite, et on y croit, on souhaite que les SDIS puissent nous accueillir à un moment qui leur semblera favorable. Et on travaillera, le collectif travaillera avec les représentants d'ESDIS qui sont présents aujourd'hui. Alors, nous avons une question. Les interventions des sapeurs-pompiers dans les lycées sont-elles prévues? Donc, Colin, est-ce que vous voulez répondre sur la partie Loire-et-Cher? Moi, sur la partie globale, vous dire que évidemment ça existe. D'ailleurs, sur le Vie ma vie sapeur-pompier, ce sont aussi des choses qui ont été mises en place dans les départements, mises en place pour pouvoir accueillir des personnes comme vous ou des élus qui comprennent encore mieux nos actions et nos missions qui sont les nôtres. Et puis, cette volonté aussi d'avoir des immersions dans les centres de secours, c'est-à-dire avant que les personnes s'engagent en qualité de volontaire, leur faire vivre une sorte de fraction de garde pendant 5-6 heures ou 12 heures et qu'elles voient ce qui va être leur quotidien ensuite lors de l'engagement. Donc, c'est des choses qui existent déjà, mais qu'il faut peut-être globaliser, améliorer sans doute. Mais ce sont des éléments qui fonctionnent. Et pour les interventions dans les lycées, sur certains départements, c'est déjà le cas pour parler des gestes de secours, notamment les gestes qui sauvent, mais ça peut être globalisé. Et cette journée, j'en profite au niveau de la sécurité civile, on a la journée de la résilience qui va avoir lieu le 13 octobre cette année. Ce sera la première journée où l'objectif est que dans l'ensemble des départements, il y ait des actions pour expliquer quels sont les risques, sensibiliser la population aux risques et donc aussi évidemment les jeunes et les lycéens, les collégiens à savoir réagir face à des risques importants qui peuvent toucher les différentes régions. Donc, c'est une première pierre, mais derrière cette pierre de la journée de la résilience, je crois que dans les départements, il y a des actions qui peuvent être amenées. Peut-être pour compliquer le propos, du Vie ma vie, assurément, de la présence dans les lycées, oui, aujourd'hui c'est déjà notre actualité, de la présence dans les forums de métiers en règle générale, que ce soit lycée, collège, mais aussi dans des lieux publics, mais aussi à proximité d'institutions, pour être le plus visible possible. Je le dis à souhait, les sapeurs-pompiers sont la population. Donc nous devons être au cœur de cette population pour fédérer, attirer et permettre à ce que de nouvelles vocations se révèlent. Pour votre information, merci. Pour votre information, c'est une personne d'un établissement du Loir-et-Cher, où vous avez déjà cité des manifestations, des événements, des actions que vous meniez. Donc,
Il y aura peut-être des croisements à faire. Une autre question, je la lis, je la découvre en même temps. Je crois que c'est plutôt une petite remarque. Oui, créer la rencontre en amont de portes ouvertes, parler du sportif également au sens sanitaire, mais également d'équipe, de la cohésion même entre jeunes sapeurs-pompiers, des adultes, du groupe, justement, puisque c'est également un attrait générationnel, en dehors des inters, il y a le être pompier, dans le quotidien, être alerte, mais aussi un gros plus sur la confiance en soi en plus des autres. Il y a autant de perspectives de travail, quelques idées, des volontés d'interconnaissance et de témoignages. Agnès, je propose peut-être de clôturer, si on en a terminé avec les questions, avec les remarques. Les remarques, pardon, oui. Absolument. Je pense que c'est effectivement le moment qu'on se quitte provisoirement, j'espère. Donc, comme on l'a dit, hein, nous allons revenir vers vous, messieurs, mesdames, les directeurs et adjoints de SDIS pour vous demander si vous voulez bien continuer avec nous et comment. Et puis, à partir de cela, on continuera à faire du lien. Voilà, on continuera à faire notre travail comme on l'a fait à travers ce webinaire. On verra quel type d'action on peut conduire et surtout, voilà, dans quel département aller d'abord en raison de vos calendriers, de vos priorités. Donc, moi, je vous dis encore une fois au revoir, merci et j'espère vraiment à très bientôt. Merci à tous pour votre présence et votre mobilisation. À très bientôt.